L'invité de France Info ce matin est Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Jean-Michel Apathy. Bonjour Julien Denormandie. Bonjour. On attendait un plan pour les banlieues et le président de la République avait réuni 600 personnes hier à l'Élysée pour, pensait-on, le présenter. Et puis en fait de plan, on n'a eu pas de plan. On écoute Emmanuel Macron. Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Oui, alors la stratégie est aussi âgée que lui, puisque les premiers plans banlieue remontent à Raymond Barre. Et Emmanuel Macron poursuit en disant, de toute façon, ça ne marche plus les plans. Ça veut dire quoi? On ne comprend pas bien. Mais parce que je pense fondamentalement qu'il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode en ce sens où ce qu'on essaye de faire aujourd'hui sur la politique de la ville, c'est d'abord de partir d'un constat sans concession. Le constat, on le connaît. Le constat, il faut l'argumenter, il faut le décrire avec précision. C'est quoi le constat, tout va Le mal constat, c'est que tout simplement, aujourd'hui, quand vous habitez dans un quartier, vous avez, par exemple, 2,5 fois moins de chances d'avoir un job. C'est ça le constat. C'est ça la réalité. Vous êtes discriminé et en plus, votre discrimination, plus vous êtes diplômé, plus cette discrimination est forte. Le constat aussi, c'est que la sécurité n'est pas suffisamment assurée. Donc pourquoi pas de plan? Mais parce que, quel est le problème du plan en tant que tel? Moi, j'étais dans la salle hier. Oui. Devant ces 600 personnes. Le président de la République a été applaudi. Jean-Louis Borloo, avec qui on a tant travaillé pendant ces 7 derniers mois, Jean-Louis Borloo s'est dit satisfait des annonces, des mesures faites par le président de la République. De long, mais il s'est dit satisfait. C'est Jean-Louis Borloo, ça. Oui, Jean-Louis Borloo, moi je le connais bien. Ça fait 7 mois qu'on travaille ensemble. On était dans le même bâtiment. Il avait le bureau au-dessus du mien. On a échangé jour et nuit sur l'ensemble de ces mesures. Et j'ai lu la presse comme vous ce matin. La presse. Il y a une déception de la part des élus, notamment des gens qui sont tous les jours face à ces difficultés dans les banlieues. Les gens qui sont tous les jours... Vous avez noté la déception. Qui vivent dans ces banlieues. Moi, je suis tous les jours avec eux pour travailler et pour essayer de faire changer les choses. Mais qu'est-ce que dit le président de la République? Effectivement, des plans banlieue, on en a eu beaucoup. Effectivement, la première fois qu'un plan banlieue a vu le jour, c'était sous Raymond Barre. Bruce Toussaint avait 6 ans, je crois. Et pour autant, la situation... Moi, j'avais un petit peu plus. Je n'ai pas osé le dire. Il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est charitable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les plans, aujourd'hui, on sait que cette méthode-là, elle est peut-être passée. Il ne suffit pas qu'un président de la République fasse une liste de mesures et dise ensuite, voilà, les mesures, elles vont s'appliquer. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de créer une dynamique associant tous les acteurs. Je ne peux pas vous dire le nombre d'heures, tellement elles ont été importantes, passées avec les habitants du quartier, avec les associations, avec les élus locaux, pour qu'ensemble, on recrée cette dynamique sur le terrain. On n'est pas toujours d'accord. On a des sujets qui sont parfois des sujets de distorsion, mais on a recréé cette dynamique. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'avancer tous ensemble avec un seul objectif, le résultat. Alors pas de plan, mais quand même des mesures. On a quand même quelquefois un peu de mal à saisir. On écoute de nouveau Emmanuel Macron. On doit tous être en capacité de proposer un stage à ces jeunes des quartiers. Tous. Et donc, si on se mobilise pour septembre, on va mettre en place cette bourse des stages, généralisation du testing et s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche. Alors en soi, des petites mesures comme ça peuvent être intéressantes, mais vous le disiez, vous avez entendu beaucoup de gens satisfaits, vous avez sans doute entendu aussi beaucoup d'élus locaux qui étaient là à l'Élysée dire bon, c'est pas assez, c'est cosmétique tout ça, c'est pas à la hauteur des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous l'avez entendu, Julien Denormandie. Les élus locaux, et notamment les maires, dont je salue l'action, les maires de ces quartiers, encore une fois, je travaille moi jour après jour avec eux pour trouver des solutions concrètes. Là, vous prenez un extrait, les stages de troisième. Les stages de troisième, vous appelez ça une petite mesure. Quand vous allez dans les quartiers... En soi, c'est une mesure qui peut être défendue, mais c'est pas à la hauteur des problèmes qui existent. Le président de la République n'a pas annoncé que cette mesure concrète qui est de 30 000 stages pour les enfants de troisième venant des quartiers. Mais c'est quoi la réalité? Quand moi, je vais dans un quartier, je vais à chaque fois rencontrer l'association des mamans. Les mamans, elles vous disent tout le temps la même chose. Vous savez, votre politique de l'éducation nationale, c'est génial. Votre idée des stages de troisième, c'est génial. Mais c'est pas pour nous. Nous, nos enfants, on n'a pas le réseau. Donc, on n'arrive pas à trouver ces stages. Mais posez-vous la question, y compris ici à Radio France, est-ce que ces stages de troisième, est-ce que c'est du copinage? Est-ce que c'est de l'entre-soi? Ou est-ce que, véritablement, il y a une ouverture et on va chercher les enfants des quartiers? Que chacun se pose la question dans son entreprise ou là où il travaille. Et cette espérance, cette émancipation qu'on appelle de nos voeux, elle passe par la recréation de ce réseau. Elle passe par la possibilité de donner à ces enfants des quartiers
effectivement la capacité de faire ces stages de troisième en dehors de simplement les structures qui existent dans les quartiers. Je parlais de la réaction des élus, puisque ce sont aussi des acteurs là en première ligne qui ont une opinion. La maire de Bondy était l'invitée hier parmi beaucoup d'autres élus d'Emmanuel Macron à l'Élysée ce matin sur RTL. Elle témoignait de cette réunion qu'elle n'a pas bien vécue. On l'écoute. Je suis sortie 10 minutes avant la fin quand il a prononcé pour la 3e fois le mot clientélisme en parlant des élus locaux. Je ne pouvais pas en supporter plus et j'ai donc quitté la salle à ce moment-là. Vous êtes partie avant la fin parce Écœurée. que vous vous sentiez quoi? Insultée? Je me suis sentie insultée par le président de la République. Qu'est-ce qu'on veut dire par clientélisme? On serait comme ça, nous les maires, à distribuer des logements et des emplois qu'on n'a pas d'ailleurs. Mais il peut y en avoir, c'est toujours l'arbre qui cache la forêt. Mais soyons clairs, de toute façon, quand bien même on le voudrait, on n'a ni logement ni emploi à distribuer. Sylvine Thomassin, maire de Bondy, qui s'est sentie insultée parce que le président a parlé du clientélisme. Alors, clientélisme, ça existe ou pas? Le clientélisme, bien sûr que ça existe. Des élus sont... Bien sûr que ça existe, le clientélisme. Et d'ailleurs, même la maire l'indique dans son propos. Le président... C'est un problème. Le niveau de clientélisme est un problème. Évidemment que le clientélisme est un problème. Mais après, moi, je salue l'action des maires. Encore une fois, là, vous prenez l'extrait d'une maire. Une maire qui est dans une posture, je la respecte. Le président de la République... Une posture, ça veut dire qu'elle n'est pas sincère. Mais le président de la République, hier, il commence son discours en saluant l'action de tous les maires et en saluant l'action des associations. Mais encore une fois, ça fait 1 an que nous sommes en charge de transformer le pays. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on essaye de changer de méthode, y compris dans les quartiers prioritaires de la ville. Ça fait 20 ans que la situation parfois dramatique qu'on connaît dans les quartiers perdure. On ne va pas nous dire que depuis 1 an, nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans les quartiers. Vous n'avez pas le sentiment que ce qui s'est passé hier, au fond, même si vous êtes ici pour le défendre, n'a pas été compris? Moi, sans jugement sur le fond, ça n'a pas été compris. Moi, je pense, ce que vous voulez faire. Je pense 2 choses. La première, c'est, et je suis assez frappé par les retours de presse aujourd'hui, la première, c'est qu'on limite l'événement d'hier à savoir est-ce que c'est un plan ou pas un plan. C'est pas que la presse. Le président de la République, il a passé 2 heures à décrire précisément des mesures fortes, des mesures concrètes. On parlait des stages de troisième, il a évoqué également la sécurité. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a un changement de méthode. Et que ce changement de méthode, c'est de partir des projets, c'est de se demander comment on peut faire revenir les grues, comment on fait que dans 6 mois, la reconstruction urbaine, elle s'opère effectivement dans les quartiers. Et qu'il ne suffit pas qu'un président de la République clame haut et fort qu'on va faire 12 mesures pour que, sur le terrain, cela se mette en place. On change de méthode. Vous restez avec nous, Julien de Normandie, il est 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Les passes Navigo remboursés de moitié en avril et en juin pour les abonnés transiliens. Une annonce sur France Info ce matin du patron des trains régionaux en Ile-de-France. Un geste de dédommagement après les grèves à répétition depuis début avril. Le mouvement entre d'ailleurs dans son 21e jour aujourd'hui. Et il y a un transilien et un TER sur 2 en circulation. 3 TGV sur 5. Il avait arrêté d'écrire en 2012 à la publication de son dernier roman, Némésis. Philippe Roth est mort hier à l'âge de 85 ans. Un monstre sacré de la littérature américaine, plusieurs fois pressenti pour le Nobel de littérature, sans jamais l'obtenir. On lui doit une 30aine de livres, La Tâche notamment, prix Médicis étranger en 2002. Réforme des institutions, acte 2, avec 2 projets de loi en Conseil des ministres ce matin, des textes qui prévoient la baisse de 30% du nombre de parlementaires, l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives et puis le non-cumul des mandats dans le temps, 3 de suite maximum. Pas question pour Adrien Rabiot d'être un simple suppléant. Il a été recalé pour la Coupe du Monde de football cet été en Russie. Le milieu de terrain du PSG a donc fait savoir par courrier à la fédération qu'il refusait de faire partie de ces 7 joueurs appelés à en remplacer un autre en cas de défaillance à la dernière minute. France Info. Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Nous allons poursuivre sur la situation des banlieues et les propositions hier du président de la République. 2 députés qui ont produit un rapport sur ce sujet, François Cornu-Gentil des Républicains et Rodrigue Coquendo, La République En Marche, plaident pour que l'État introduise des statistiques ethniques concernant les populations de banlieue. Il pose cette question, qui est une question de bon sens finalement. Comment apporter des réponses appropriées aux besoins de la population si on ne la connaît pas, si on n'en connaît pas l'origine, si on n'en connaît pas les pratiques culturelles ou cultuelles? Est-ce que c'est une question que vous prenez en compte et est-ce que vous réfléchissez pour avoir une meilleure reconnaissance des populations de banlieue, à l'introduction de statistiques ethniques? C'est un sujet de fond. C'est un sujet très important.
c'est un sujet qui renvoie également à la protection des données personnelles, comme on dit, et à la protection des individus. Notre droit ne permet pas des statistiques ethniques, et je pense que c'est bien. Pour l'instant, non. C'est une législation qui date de la fin des années 70, et c'est la CNIL qui en a la charge. Personnellement... c'est une législation qui était prise à une époque qui n'est pas, évidemment, celle d'aujourd'hui. Les problèmes sont un peu différents. Personnellement, je pense que les statistiques ethniques, d'ailleurs, rien que le nom le montre, ne sont pas forcément la bonne solution. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup d'autres solutions qui existent. Un point très précis, par exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du testing, de tester si votre mode de recrutement est discriminant ou non. Ce sont des démarches qu'on a commencé à instaurer. Ce sont des démarches, et d'ailleurs le président de la République l'a dit hier, qu'on va généraliser. On va faire ces opérations de testing chez toutes les entreprises, les 120 plus grandes entreprises, à partir de l'automne prochain. Donc c'est bien la preuve que l'origine des gens peut poser un problème dans la société. Mais attendez, mais c'est non seulement la preuve, mais cette discrimination, je le disais il y a un instant, si on ne connaît pas la population, elle existe. Mais comment répondre aux problèmes que connaît cette population si on n'en connaît pas la diversité? Les opérations de testing, c'est quoi? C'est que vous prenez des CV, toutes choses égales par ailleurs, les mêmes CV, sauf que d'un côté, vous mettez une adresse qui est celle d'un quartier prioritaire de la ville ou un nom à consonance arabe, par exemple, et de l'autre côté, vous prenez un autre territoire. Bon, et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est le cas au moment où on se parle, vous avez 2,5 fois moins de chances d'avoir votre entretien d'embauche quand vous êtes une personne ici du quartier prioritaire de la ville. Et ça, les tests, il y a des méthodologies qui existent, on va les mettre en œuvre. C'est différent que de monitorer partout, c'est-à-dire de suivre partout dans la société avec des critères ethniques. Ces critères ethniques, moi, j'y suis pas fan. Comment apporter des réponses appropriées aux besoins de la population si on ne la connaît pas? C'est une question que posent 2 députés et qui est une question qui, sans doute, se posera à nouveau dans le futur. Mais Emmanuel Macron encore une fois, sur ce point-là, c'est essentiel parce que la lutte contre la discrimination ne passe pas uniquement par des statistiques de la sorte. La lutte contre la discrimination, ce sont des comportements. Et quand ces comportements ne sont pas vertueux, il faut les nommer et il faut les faire savoir. Ce sont ces opérations de testing que nous allons mettre en œuvre vis-à-vis des entreprises. Emmanuel Macron a surpris en employant hier cette phrase. Je ne vais pas vous faire un plan parce que, puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que 2 mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. 2 mâles blancs. C'est une forme de statistique ethnique qu'utilise Emmanuel Macron. Ça a surpris. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que des mâles blancs qui ne vivent pas en banlieue ne pourraient pas en parler, n'auraient pas la légitimité d'en parler? C'est blanc le problème? C'est pas mal, c'est blanc? Non. Mais en fait, ça renvoie à la méthode que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que veut dire le président de la République lorsqu'il emploie cette phrase? C'est qu'aujourd'hui, pour construire des solutions qui sont à même de sortir les quartiers du problème dans lesquels il faut absolument arrêter avec cette vision d'en haut qui consisterait à dire, voilà, moi, président de la République, en l'occurrence mâle blanc, moi, Jean-Louis Borloo, en l'occurrence mâle blanc, nous avons toutes les solutions. Il ne dit pas c'est la France d'en haut le problème, il dit c'est les mâles blancs le problème. Je ne dis pas que c'est la France d'en haut, je dis que ce seraient des solutions apportées d'en haut en disant ces solutions, parce que nous on connaît tout, on va les appliquer sur le terrain. Ce que veut dire le président de la République, ce qu'il veut dire, mais c'est pas ce qu'il dit, mâle blanc. Et ce qui a été la démarche, notamment de Jean-Louis Borloo avec nous pendant ces derniers mois, c'est de dire il faut recréer la dynamique. Cette dynamique, qu'on le veuille ou non, elle avait disparu. Les gens ne se parlaient plus. Vous aviez des personnes qui s'appropriaient les quartiers. Vous savez, des associations, par exemple, qui d'un côté disaient les quartiers, c'est moi. D'autre côté, des habitants qui disaient mais attendez, ces associations, elles connaissent pas les quartiers. Ce sont nous, les habitants, qui connaissons le mieux les quartiers. Et puis d'autres, notamment des administrations ou des institutionnels, disant mais attendez, c'est moi qui ai la vérité sur les quartiers. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter cela. Il faut recréer cette dynamique. Et cette dynamique, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour déterminer les solutions. Mâle blanc, c'est une expression communautariste. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas le reconnaître, mais c'est pas... Monsieur Apathy, vous savez on l'a jamais entendu. Au sommet de l'État, c'est la première fois qu'on entend ça. Donc c'est une phrase, évidemment, qui suscite l'attention. Vous voyez très bien le sens de la phrase que... Non, justement. Le sens de la phrase est-ce que c'est pas une maladresse, le président de la République. Vous pouvez pas en convenir. Mais non seulement ça n'est pas une maladresse, mais c'est le signe de ce changement de méthode. À un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire que si tout ce qu'on avait fait depuis 20 ans marchait, ça se saurait. Aujourd'hui... Mâle blanc, c'est le signe de changement de méthode. Oui.
le mal blanc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, d'en haut, on pourrait avoir les mêmes mesures qu'on prendrait, qu'on déciderait de manière unilatérale et qui s'appliqueraient partout sur le territoire. Mais vous-même, en tant que mal blanc, vous vous sentez légitime pour en parler ? Non, mais sérieusement, on est quand même en droit d'être étonné de cette formule. Encore une fois, on ne parle pas du fond. Là, c'est quelque chose qui concerne plus la forme, l'utilisation. Les mots ont un sens, surtout quand ils sont prononcés par le président de la République. Les mots ont un sens, et moi, ma plus grande conviction, et je vais vous dire même plus, je pense que ce que nous avons réussi à recréer avec Jean-Louis Borloo depuis maintenant 7 mois, c'est que nous avons remis autour de la même table des acteurs qui, jusqu'à présent, ne se parlaient plus. Et ces acteurs, ça va des élus locaux, aux associations, aux habitants, aux conseils de quartier, aux conseils citoyens. On a remis tout le monde autour de la même table. On a créé 10 groupes de travail. On a avancé de manière concrète sur énormément de mesures et de chantiers pour faire en sorte que les choses évoluent dans les quartiers. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on change de méthode. Ce qui nous importe, c'est uniquement le résultat construit avec l'ensemble des personnes vivant ou intervenant dans les quartiers. Et il y a des énergies qui sont absolument incroyables, mais surtout des comportements et des agissements de ces associations, de ces maires, de ces habitants qui sont à même de sortir les quartiers de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Autre point parmi les propos du président de la République, il a dit, il est resté vague, on n'a pas bien compris, je ne sais pas si vous avez un élément d'éclaircissement, que les maires pourraient connaître de la part des préfets les personnes qui figurent dans le fichier de signalement pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Donc c'est des fichiers S, mais du S+, en quelque sorte. Et on est un peu étonné parce que finalement l'administration peut mettre des gens dans les fichiers, puis communiquer ensuite à des maires, à des élus, le contenu de ces fichiers sans que jamais la justice n'intervienne. C'est pas un problème, ce qu'a dit hier Emmanuel Macron en termes de liberté publique. Vous avez une réflexion là-dessus ? Non, ce n'est pas un problème en termes de liberté publique. C'est un point qui est fondamental, qui est de voir comment s'articulent notamment les polices municipales avec les polices nationales et les renseignements territoriaux. C'est-à-dire que le fichier va être diffusé désormais. Alors, c'est absolument pas tous les fichiers. C'est ce qu'a dit très précisément le président de la République, c'est qu'il faut travailler avec les maires pour savoir si un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans les fichiers S, mais qui sont dans d'autres types de fichiers, qui sont les fichiers FSPRT. PRT, c'est-à-dire pour radicalisation et terrorisme, le R et le T du cycle que vous venez de prononcer, pour qu'on puisse mieux travailler avec les maires dans l'identification et le suivi de ces personnes. C'est-à-dire on va diffuser le nom des gens qui sont sur ces fichiers sans que jamais personne... C'est l'administration qui fait ces fichiers sans aucun contrôle. Je pense que... C'est un fichier de travail pour la police qui peut devenir maintenant un fichier de travail pour les maires. Je pense que s'il y a bien un gouvernement qui est soucieux des libertés de chacun, et on nous en a fait suffisamment le reproche au moment où le ministre de l'Intérieur a passé la loi de lutte contre le terrorisme pour sortir de l'état d'urgence, c'est bien ce gouvernement. En revanche, là, ça vous paraît sans... il ne paraît pas y avoir de problème là-dessus ? Non, le président sur la diffusion des noms qui sont dans un fichier ? Que la police municipale puisse mieux travailler avec la police nationale pour faire en sorte qu'à la fin, on assure une meilleure protection de l'ensemble des Français, je pense que c'est une chose très bien. Vous restez avec nous, Julien de Normandie. Il est 8h51. Voici l'essentiel de l'info de Edwige Coupez. Au moins une réponse positive sur Parcoursup pour 419 000 élèves de terminale ou étudiants en réorientation. C'est donc un peu plus de la moitié des inscrits sur cette nouvelle plateforme. Et c'est un chiffre qui est communiqué ce matin par la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui assure que 350 000 nouvelles places vont être proposées à ceux donc qui sont sur liste d'attente d'ici 10 jours. 21e jour de grève à la SNCF. Le trafic est perturbé. 3 TGV sur 5, un TER et Transilien sur 2. C'est le mouvement contre la réforme du gouvernement. Les résultats de la consultation interne, d'ailleurs, sont dévoilés tout à l'heure à 10h. Les passes Navigo des abonnés franciliens sont remboursés par ailleurs de moitié en avril et en juin. De retour de Bruxelles, où il s'est expliqué sur le vol des données personnelles des utilisateurs de Facebook, Mark Zuckerberg déjeune à l'Elysée ce midi. Il sera aux côtés des patrons de Uber, Microsoft ou encore IBM. Une invitation d'Emmanuel Macron à la veille du salon Vivatech, consacré aux nouvelles technologies à Paris. Je suis à jamais le type qui rate le Nobel, mais me voilà dans ce panthéon français. Philippe Roth, l'an dernier, à la journaliste Josiane Savigno, à l'annonce de son entrée dans la Pléiade. L'écrivain américain est mort hier à 85 ans. On lui doit une trentaine de romans, de Portnoy et son complexe. En 69, son premier succès à Némésis, son dernier roman en 2012.
France Info. Julien de Normandie est l'invité de France Info ce matin, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, Jean-Michel Apathy. Emmanuel Macron est convenu hier que la lutte contre la drogue dans les cités était un échec. Pour autant, a-t-il dit, on ne légalisera pas le cannabis. Il l'a dit clairement hier, mais en septembre 2016, il disait l'inverse. On écoute Emmanuel Macron hier et en septembre 2016. Je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis ou des drogues douces pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir dans un autre cadre. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. La légalisation du cannabis a des intérêts, c'était en septembre 2016. Pourquoi ne pas ouvrir le débat ? Pourquoi le trancher aujourd'hui sans l'ouvrir ? Vous savez, moi j'ai une particularité, c'est que j'ai suivi Emmanuel Macron depuis maintenant des années. En septembre 2016, effectivement, il dit cela et il ajoute sur la légalisation du cannabis, je ne me suis pas encore fait d'idée. On a beaucoup travaillé ensuite pour savoir si oui ou non, c'était la meilleure des solutions. Ah, vous avez travaillé ? Beaucoup. Donc il y a des arguments pour ? On a travaillé pendant la campagne présidentielle. Il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Évidemment qu'il y a des arguments à la fois on ne les expose jamais. Et à la fois je n'ai jamais entendu un ministre exposer les arguments pour. Le président de la République, à la suite, et s'est engagé dessus dès qu'il est arrivé, dès qu'il a été élu, a dit « je ne légaliserai pas le cannabis ». Mais voilà, on n'a jamais entendu les arguments pour la légalisation. Qu'est-ce qu'on fait à la place ? On fait ce qu'on appelle la possibilité de contraventionnaliser l'usage du cannabis, tout en laissant le cannabis, l'usage du cannabis et le trafic de cannabis, évidemment comme un délit. On convient que la lutte contre le cannabis est un échec total. Mais donc on va continuer ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Pourquoi aujourd'hui la lutte contre la cannabis est un échec total ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez sur le terrain 1 heure de policiers pour aller attraper ceux qui sont en train de faire du trafic ou autre, vous avez ensuite 7 heures de procédure en moyenne par ces mêmes policiers, et ensuite vous avez un infime nombre de personnes qui ont été attrapées par la police, qui font effectivement l'objet d'une sanction judiciaire. Et donc c'est décourageant et pour le pouvoir policier et le pouvoir judiciaire, et puis surtout, ça laisse un sentiment d'impunité totale pour les personnes qui font du trafic de cannabis. Mais quand il y a 5 millions de personnes qui consomment du cannabis, c'est aussi une réalité qu'aujourd'hui on nie complètement, avec une prohibition qui est factice aujourd'hui. Non seulement on ne nie pas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, à chaque fois qu'une personne fera du trafic ou détiendra cette substance, les forces de police pourront mettre une amende directement sur place pour que cet usage ou ce trafic ne reste pas impuni. Vous pensez que ça réduira, voire annulera le trafic ? Mais la solution, M. Apathy, c'est pas de se dire que le cannabis, qui est quand même un danger, un fléau pour beaucoup, d'un point de vue de la santé humaine, ne reste pas aujourd'hui comme quelque chose qu'on va banaliser et que chacun pourrait faire. Je suis quand même très étonné qu'on puisse se dire aujourd'hui, ce matin, le cannabis, il y a 5 millions de personnes qui en consomment. C'est très bien. Et je ne suis pas un neurotoxique, mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les études que j'ai pu lire me montrent que je préfère que mes proches, les concitoyens et l'ensemble du pays ne deviennent pas des acharnés de la consommation du cannabis, comme vous pouvez sembler le dire. Non, pas du tout, mais ce serait un bon moyen. C'est ce que je comprends. Ce serait un bon moyen de faire de la prévention, parce que la négation du problème n'est peut-être pas la chose la plus intelligente. C'est trop facile de dire, pour lutter contre les trafics, il suffit de légaliser. C'est trop facile de le dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser la chose et se poser les questions. On l'a fait et on a conclu de manière très ferme, on ne légalisera pas le cannabis, mais par contre, on va faire en sorte que ceux qui font du trafic de cannabis ne restent pas impunis. C'est ça qui a découragé et les policiers et laissé se développer ces réseaux de manière outrancière. On l'a encore vu à Marseille avec des images ô combien choquantes. Il faut démanteler tous ces réseaux et c'est ce que fait avec la plus grande fermeté le ministre de l'Intérieur. Nous serons d'accord, Julien de Normandie, pour dire que le racisme doit être combattu partout ? Il doit être combattu partout, avec la plus grande fermeté. Je vous propose d'écouter la députée Agnès Firmin-Lebaudot. Elle est députée de Seine-Maritime. Elle était dimanche dans les tribunes d'Ajaccio et elle rendait compte de ce qu'elle a entendu ce matin. C'était avec vous, Bruce Toussaint, sur France Info à 7h20. On écoute Agnès Firmin-Lebaudot. Moi, ce qui me choque, d'abord en tant que supportrice, c'est que dans une enceinte sportive, on puisse laisser proférer des propos racistes, tels que nous les avons entendus. Français de merde. Il faut les tuer. C'est quand même très violent, très très violent. Ramasseurs de coton, sale négro, et ceci de façon, c'est pas une fois, c'est tout le match. Voilà, donc c'était le match Ajaccio-Le Havre. Elle dit que c'est dans la tribune présidentielle qu'elle entendait ça, c'était dans l'ensemble du stade.
pratiquement pas de réaction gouvernementale. Moi, je vais vous faire une réaction très claire. Si les faits qui sont décrits par la députée sont avérés, c'est absolument inacceptable. Il n'y a pas de place au racisme dans notre société, aucune. Je comprends d'ailleurs que le procureur de la République d'Ajaccio s'est saisi du sujet. Évidemment, on sera totalement ferme et absolument ferme. Le racisme n'a pas sa place dans la société française. Merci beaucoup Julien de Normandie, très bonne journée à vous. Merci à vous.